Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Le rendez-vous, c'est chaque dimanche à 11 h en direct sur les antennes de la RTB. Et vous le savez déjà, l'émission permet d'analyser, de commenter et de décrypter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Au menu aujourd'hui, 4 sujets. Il s'agit de l'attaque terroriste contre le poste de police frontière de Intangom dans le Sahel. Une attaque qui a fait 3 morts dans les rangs de la police nationale burkinabé. Nous parlerons également des arrestations de suspects dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le deuxième sujet est relatif à la libération des dignitaires de l'ancien régime et des manifestations d'organisation de la société civile contre ces libérations provisoires. Le troisième sujet concerne le réchauffement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec cette visite d'une délégation de haut niveau en Côte d'Ivoire composée du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, du ministre d'État en charge de la sécurité intérieure et du ministre en charge des affaires étrangères. Alors, le dernier sujet va concerner la Côte d'Ivoire avec le deuxième procès de Simone Gbagbo, jugé pour crime contre l'humanité suite à la crise post-électorale. Et vous le savez, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, déjà condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, pour discuter de tous ces sujets, je suis en compagnie de 4 confrères. Il s'agit de Hyacinthe Sanou de la radio Omega FM. Bonjour Hyacinthe. Bonjour avocat. Sur ce plateau, nous avons Abdoulaye Tao du journal L'Économiste du Faso. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM. Bonjour Miki. Bonjour avocat. Et enfin, Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour. Bonjour Sagnon. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Burkina Faso a une nouvelle fois été victime d'attaques terroristes. Cette fois-ci, c'est le poste de police frontière de Intangom dans le Sahel qui a été visé. 3 policiers ont été tués dans cette attaque qui a eu lieu le 31 mai dernier entre 22h et 23h. Alors, chers confrères, ce type d'attaques sont devenues fréquentes et de plus en plus inquiétantes au Burkina Faso. Tao. Oui, effectivement, il y a une sorte d'harcèlement de nos forces de sécurité sur la lisière de la frontière. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quel type de réaction nos forces de sécurité et de défense vont opposer à cet harcèlement, parce que ça commence à devenir redondant, j'allais dire, et à chaque fois, il y a mort d'hommes. Et pour l'instant, on constate que ce sont nos forces de sécurité qui sont exposées à la menace terroriste. Si ceux qui sont chargés de nous protéger ne sont pas à mesure de se protéger et de faire face à la menace, ça peut inquiéter la population. C'est pour cela que l'attaque d'Intangom là doit sonner comme peut-être la dernière, d'une certaine façon, pour revoir un peu comment nos forces de sécurité peuvent, en même temps qu'elles protègent les populations, se mettre aussi à l'abri, parce que ça expose effectivement véritablement nos unités sur le terrain. Ok, alors Hyacinthe. À l'espace d'une année, on a une dizaine d'attaques terroristes. Je pense que, comme il a dit, celle d'Intangom doit être la dernière. Ça doit poser le jalon d'une certaine réforme même de la lutte contre le terrorisme ici. Hormis l'équipement de nos forces, l'équipement conséquent de nos forces de défense et de sécurité, il faut aussi penser la question sur le plan des populations locales. Je pense que dans la zone de la bande sahélo-sahélienne frontalière du Niger et du Mali, il y a aussi une réalité qui est là-bas. Il y a une certaine pauvreté, il y a une certaine ignorance. Il faut travailler à résorber ces points-là pour lutter efficacement contre le terrorisme. Vous avez parlé tout tantôt des moyens. Alors, on se demande pourquoi 3 policiers à un poste de police frontière avec le Mali qui, on le sait, donc vit dans un terrorisme récurrent. Oui, Paul Meki. Alors, pour répondre à cette question, peut-être qu'il faut... la question revient au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Mais de ce que l'on sait, c'est que Intangom n'est pas chef-lieu de commune. C'est peut-être un petit village qui est rattaché à la commune de Tinakov, si je ne me trompe pas.
Donc, pour moi, c'est cette stratégie du ministère de l'Administration qui a consisté à envoyer seulement quelques policiers au niveau de ce poste. Mais ce qui est arrivé à Intagone, c'est vraiment malheureux. Et ça, comme l'a dit Hyacinthe Sanou, ça fait déjà une dizaine d'attaques de ce genre en une année. C'est quand même trop et ça interpelle aussi bien les populations burkinabè et aussi les autorités en charge de la sécurité. Donc, la menace est réelle. Et ce qui est inquiétant, c'est que généralement, ces attaques ne sont pas revendiquées. On ouvre des enquêtes, on n'a pas encore de résultats. On ne sait pas exactement qui en veut au Burkina. Toujours est-il que les assaillants viennent de la frontière du Mali. Eh bien, c'est autant de questions comme ça que l'on est tenté de se poser. Depuis Samorogan jusqu'à Intagome, on voit qu'effectivement, c'est la frontière malienne qui est la cible de ces attaques-là. Donc, il y a autant de questions comme ça que l'on se pose lorsqu'il s'agit d'attaques non revendiquées. Eh bien, on espère bien que les forces de défense et de sécurité, également le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, feront tout pour sécuriser, comme l'a dit Abdoulaye Taou, cette partie du Burkina, pour que effectivement il n'y ait plus d'attaques de ce genre au niveau de nos frontières. Parce que ça fait quand même trop. Lorsqu'il s'agit de forces de défense, de policiers qui tombent, ça inquiète les populations qui sont sans défense à ce niveau-là. Moi, je me demande pourquoi nous sommes attaqués, pourquoi nous sommes visés autant. Je ne sais pas. Il faut qu'on commence à réfléchir aux causes, surtout comme Paul Miki Rwamba le dit, ce n'est pas revendiqué. Donc, il faut creuser un peu plus. Et c'est là que je me pose des questions sur la capacité même de notre armée et de nos forces de défense et de sécurité à réagir. Parce que, comparaison pour comparaison, quand il y a eu l'attentat de Grand Bassam, les Ivoiriens ont tout de suite mis les moyens, ils ont arrêté tout de suite une soixantaine de personnes. Nous, quand il y a eu le 15 janvier, on a arrêté à peine 10 personnes. Et puis après, tout le monde est reparti. Et puis c'est maintenant qu'on recommence à interpeller 6, 12. Je trouve qu'on n'a pas mis les moyens qu'il faut. La preuve, c'est que dans une zone sensible comme ça, on trouve des policiers avec, à ce que j'ai appris, 3-4 kalash, dont 2 qui ne pètent pas. Donc, ça veut dire qu'on prend les choses à la légère. Je me pose même des questions sur la coordination de la lutte antiterroriste. Est-ce que les forces de sécurité sont vraiment appuyées par les forces de défense? Parce qu'au Niger, quand on a appris hier que Boko Haram a tué des Nigériens, c'était des militaires. Voilà, une trentaine, c'était des militaires. Ça veut dire que c'est ceux qui sont vraiment à la frontière. Les policiers, les gendarmes, ils sont à l'intérieur vraiment, quoi. Quand on est à la frontière, on doit voir des bérets rouges qui sont prêts à casser du terroriste. Voilà. Mais là, je trouve qu'on va un peu à la légère avec la chose. Peut-être qu'on n'a pas eu suffisamment d'argent pour nous équiper. Si c'est le cas, je crois qu'il faut tout de suite mettre tous les moyens de notre côté pour faire face à ces attaques terroristes. Parce que quand je pose la question de la cause, ça peut être des gens qui veulent occuper un territoire pour faire leur trafic de drogue, mais ça peut être aussi des gens qui ne veulent pas que le Burkina soit en paix, des gens qui ont des visées politiques, des gens qui ont des amis politiques qui veulent placer à Ouagadougou. Donc, dans un contexte comme ça, il ne faut pas qu'on joue avec cette affaire. Oui, Tao, est-ce que vous partagez l'analyse de Rabou? Non, je suis parfaitement d'accord, mais il y a quand même deux choses. Et par rapport, par exemple, au Niger et au Burkina, effectivement, la qualité de la réaction n'est pas la même. Et nous, c'est un poste isolé qui est forcément mal défendu par un certain nombre, un effectif réduit. Bon, on va appeler ça peut-être des postes avancés, mais leur vocation, ce n'était pas de s'opposer aux terroristes. Donc, c'est des cibles. C'est pour ça que je dis qu'ils sont exposés, parce qu'ils ne sont pas dans un dispositif qui permet de réagir en cas de danger. Si on prend, par exemple, l'exemple de Dosso qui a été attaqué, c'est un poste militaire avancé qui était là pour ça. Vous avez vu les dégâts quand même qui ont été faits. Ça veut dire que c'est une lutte. Bon, les techniciens disent que c'est asymétrique. Souvent, c'est plus la qualité de la riposte qui est importante. C'est-à-dire que là, je suis d'accord avec Rabo. Il faut qu'au fil du temps, que nous mettons en place une riposte et mailler le territoire en renseignement. D'abord, les populations doivent participer, comme l'a dit Miki, pour que dès qu'il y a le moindre soupçon, on puisse avoir des informations nécessaires pour réagir. Si ce n'est pas le cas, ça va être difficile. Il faut aussi effectivement les moyens militaires, techniques pour la surveillance du territoire. Moi, je peux concéder que le Burkina est dans une phase un peu de valse hésitation. À peine le nouveau pouvoir a été installé qu'on a eu les attentats de janvier.
ça a peut-être déboussolé, déprogrammé. Mais aujourd'hui, effectivement, on est dans une phase où on doit mettre en place ce dispositif-là pour répondre à la menace terroriste. Et je pense qu'il y a du boulot qui est en train d'être fait, mais les résultats ne peuvent pas venir tout de suite. Il faut aussi que nous soyons un peu patients, même si la réponse est urgente dans les cœurs des gens. Oui, justement, vous parliez tout à l'heure de moyens. Alors, sans nous, est-ce que le Burkina actuellement a vraiment les moyens de faire face donc à cette menace terroriste à ses frontières? Je pense que tout est une question de programmation budgétaire. Quand on définit un budget, on définit des priorités. La lutte contre le terrorisme doit passer au stade de priorité pour le Burkina à ce stade. On a perdu près d'une cinquantaine de personnes par le fait des attaques terroristes. Il faut faire passer la lutte contre le terrorisme comme une priorité dans la programmation budgétaire et donner les moyens qu'il faut à nos forces de défense et de sécurité pour avoir une réponse efficace. Alors, on a vu que dans ce sens, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. On a vu que dernièrement, le président était en Arabie Saoudite où un accord avec ce royaume a été signé donc, pour appuyer les forces de défense et de sécurité à mener ce combat contre le terrorisme, notamment dans le domaine des équipements et du renseignement. Alors, Paul Meki, est-ce qu'on a vu que ces attaques ont eu lieu aussi au Mali tout récemment au Niger? Est-ce qu'il ne faut pas, d'une certaine façon, je pense que le sommet de la CEDEAO en a parlé, mutualiser les efforts pour pouvoir faire face à cette menace? Je crois que toutes les stratégies en cours vont vers cela. Vous savez certainement qu'il y a le G5 Sahel, qui est déjà une structure qui existe contre le terrorisme, dont le Burkina est membre. Eh bien, évidemment, au niveau sous-régional, on s'organise pour venir à bout du terrorisme. Mais lorsqu'on prend les pays de façon isolée, parlons du cas du Burkina qui nous concerne très directement. Comme l'a dit Tao, on a vu, ce sont des policiers qui ont été attaqués. Un peu avant, c'était le poste de gendarmerie. Mais effectivement, ce n'était pas leur rôle là-bas que de sécuriser les frontières. Nous avons une frontière avec le Mali qui est une frontière assez dangereuse. Je crois que les autorités en sont conscientes. Très très longue également. Ouais, une frontière très longue, très vaste, ça fait des milliers de kilomètres, tout le monde le sait. Et également, on avait assisté à ce déploiement de forces de militaires au niveau de la frontière. Je crois qu'il y a une base au niveau de Gorom lorsque le terrorisme a éclaté. En tout cas, le Burkina avait fait un déploiement à ce niveau. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir que font ces militaires à ce niveau-là. Est-ce que on peut permettre que deux individus à moto quittent de l'autre côté du Mali, qui traversent la frontière du Burkina très facilement et qu'ils viennent s'en prendre à un poste de police ou un poste de gendarmerie et repartir avec des armes en toute impunité? C'est autant de questions que l'on est amené à se poser. Alors, la question budgétaire, évidemment, est une question importante parce que on sait quand même qu'il y a manque de moyens pour le déploiement de ces militaires au niveau de ces frontières et également les équipements et tout. Ça, c'est assez important. Mais en même temps, peut-être qu'il a manqué un peu de stratégie. Beaucoup de gens, de plus en plus, demandent également à ce qu'on ait un ministère plein en charge de la sécurité. Ça, c'est peut-être un atout. Mais le plus important, de mon point de vue, c'est de savoir utiliser les moyens que l'on a pour s'attaquer au terrorisme de façon très ciblée, pour que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations, surtout celles qui sont au niveau de nos frontières avec le Mali notamment. Justement, il y a des questions qui se posent. On s'est dit, après les attaques du 15 de janvier dernier, alors des mesures avaient été annoncées pour faire face donc au terrorisme. Les gens se demandent, est-ce que ces mesures sont réellement mises en œuvre et est-ce qu'elles sont efficaces sur le terrain? Rabo. Mais c'est là que moi je dis, j'ai l'impression que la coordination manque et la veille. Parce que immédiatement après le 15 janvier, on a vu cette batterie de mesures-là annoncée. Encore que le gouvernement a dit, c'est pas toutes les mesures que nous avons présentées, parce qu'il y a des mesures qui relèvent du secret militaire. On est d'accord, mais vraiment sur le terrain, on voit pas grand-chose. Voilà, c'est là que je suis pas d'accord avec Tao qui dit qu'on a besoin de temps. Les terroristes, eux, ils n'attendent pas. Voilà, ça fait 6 mois quand même, entre janvier et juin. Voilà, on a eu beaucoup de temps pour vraiment dissuader ces gens-là. Voilà, si on n'a pas pris les précautions, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Moi, je crois qu'on devait avoir des actions visibles qui les dissuadent vraiment. Voilà. Et il y a 2 jours à Goumen, les forces de défense et de sécurité ont fait une vraie descente, interpellé des gens suspects, et nous serons informés sur la suite. Moi, je suis d'accord qu'on fasse des choses comme ça. Dans tous les cas, si tu es suspect et puis après, on n'a rien contre toi, et tu vas repartir chez toi. Mais on ne peut pas, dans un contexte difficile comme celui-là, passer à autre chose, quoi. Parce qu'il n'y a pas autre chose qu'on puisse faire si on ne gère pas
ce problème. Moi, je crois que le gouvernement, il doit être plus réactif. Les forces de défense et de sécurité doivent nous montrer qu'elles travaillent vraiment sur le terrain, en particulier dans la zone. J'ai vu que le Conseil des ministres passait à nommer un militaire, le colonel Peggy Oda de FADA, dans le Sahel. Je crois que ça peut donner à réfléchir. On peut penser qu'il y a quelque chose qui va être bientôt fait, mais moi, je crois qu'il faut aller vite. Voilà, il ne faut pas qu'on traîne les pieds. Il faut aller vite. Je ne te contredis pas, mais je dis il faut aller. Si on doit aller vite, il faut qu'on aille vite et bien. On parle d'achat d'équipements et je pense que le gouvernement est déjà dans cette perspective avec les accords militaires qui sont en train d'être signés, les accords, les différents appuis de certains partenaires. Vous savez qu'en matière technique, il faut que les forces de sécurité soient équipées. Pour équiper des forces, il faut qu'elles soient formées. Donc ça prend nécessairement du temps. Donc la réaction que tout le monde cherche là, nous la voulons tous, mais est-ce qu'on est capable de l'assurer correctement maintenant avec les moyens de bord qu'on a? C'est ça, moi, je dis non. C'est pour cela que j'ai dit la pression doit être mise sur les autorités pour organiser cette riposte-là, équiper nos forces de l'ordre, mettre en place une stratégie efficace et donner les moyens, effectivement, aux hommes qui sont sur le terrain de travail. En ce moment, ils seront visibles. S'ils sont visibles sur le terrain avec des calaches qui ne fonctionnent pas, on a beau être sur le terrain avec des calaches, si on ne peut pas riposter correctement, ce n'est pas la peine. D'accord, Paul Miki. Ouais, alors, la question que l'on peut se poser lorsque les terroristes ont frappé Tinakov il y a quelques mois, qu'est-ce que les autorités ont fait pour empêcher l'attaque de Intagone qui est à quelques kilomètres de Tinakov? Ça, c'est une question que l'on se pose. C'est vraiment, c'est pas une histoire de temps, je ne sais pas trop, mais on a l'impression qu'il n'y a pas ce dispositif dissuasif au niveau des frontières du Burkina pour empêcher. C'est vrai qu'on n'a pas fait le déplacement pour voir ce qui s'est fait de façon souterraine pour dissuader les bandits, mais en tout cas, on a amené à se poser des questions. Est-ce que réellement quelque chose est fait au niveau des frontières? C'est la question que l'on se pose. Et bien, pour moi, de mon point de vue, il va falloir que les autorités nous rassurent davantage par rapport à cette sécurisation, surtout de la partie de la frontière. Maintenant, on est tenté de se demander, nous qui avons, enfin les Burkinabés qui se retrouvent au niveau de certains postes de police ou des postes de gendarmerie qui font frontière avec le Mali, qu'est-ce qui est fait pour sécuriser cela? Est-ce qu'il y a eu un renfort en équipement? Est-ce qu'il y a eu un renfort en hommes? C'est autant de questions que l'on a amené à se poser pour éviter évidemment qu'il y ait d'autres attaques du genre. Oui, et Hyacinthe. Je pense qu'il y a une réalité aussi qui est là. Quel que soit ce que le gouvernement fera, les terroristes auront une longueur d'avance. On est face à un ennemi qui est sans visage, qui a la latitude de frapper où il veut, quand il veut et comme il veut. Donc il faut à un moment donné aussi avoir ça en esprit avant de condamner autre mesure le gouvernement. C'est vrai que ce qu'ils font actuellement, ils essaient de faire tant bien que faire se peut pour lutter contre le terrorisme, mais ce n'est pas arrivé évidemment face aux attaques. Mais je pense que, comme l'a dit Tao, il y a quand même un travail qui est fait et il faut mettre la pression sur eux pour qu'ils fassent davantage. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat. Hein. Les policiers ont été inhumés au cours de la semaine. Alors, donc, c'était une cérémonie d'inhumation assez émouvante. Alors, autre point de l'actualité de la semaine, c'est la libération provisoire accordée donc à certaines personnalités qui sont considérées comme des dignitaires de l'ancien régime et qui étaient inculpés pour leur implication présumée dans le coup d'État de septembre 2015 contre les autorités de la transition. On pense particulièrement à Edi Komboyogo, le président du CDP qui a été récemment libéré. Alors, d'abord, sur ces libérations elles-mêmes, alors est-ce que vous comprenez la démarche de la justice burkinabé dans cette affaire? Paul Miki. Oui, moi, personnellement, je comprends la démarche de la justice militaire parce qu'il s'agit de procédures qui ont abouti à sa liberté provisoire. Mais en même temps, je comprends également la colère d'une bonne partie de l'opinion publique burkinabé qui ne comprend pas pourquoi est-ce que ces libertés provisoires interviennent. Eh bien, dans un premier temps, l'opinion avait accusé le gouvernement de façon très fracassante d'être à la base de ces libertés provisoires. Et je crois que c'est cela qui a requis cette sortie médiatique du ministre de la Justice, garde des Sceaux, René Bagoro, qui a dû s'expliquer très tôt pour dire que le gouvernement n'avait rien à voir avec ces procédures. Le ministre était face à la presse, même si les journalistes sont censés savoir, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, que ce n'est pas le gouvernement qui ordonne les libertés provisoires. Mais le ministre... De façon théorique. De façon théorique, oui. Vous le dites si bien de façon théorique, en tout cas c'est ce qui est indiqué, mais étant donné que les uns n'ont plus confiance aux autres dans ce pays,
Eh bien, j'ai vu en tout cas pour une fois le gouvernement qui a fait preuve, j'allais dire, de sincérité, c'est mon appréciation personnelle, en disant qu'il n'avait rien à voir avec ces libertés provisoires. Je retiens la phrase du ministre René Bagoro qui dit que nous-mêmes, ça nous fait mal que ces gens soient libérés, mais c'est comme ça, il faut qu'on aille avec, il faut qu'on accepte le principe de l'état de droit, le principe de la séparation des pouvoirs. Rappelez-vous que le ministre René Bagoro lui-même a été l'otage des putschistes aux premières heures du coup d'État, et on n'a pas oublié cela. Donc, ce n'est pas du ressort du gouvernement. Eh bien, aujourd'hui, les regards sont tournés vers la justice burkinabé. Lorsqu'on comprend que ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est ce qui a d'ailleurs expliqué le sitting du jeudi dernier au niveau du palais de justice de Ouagadougou, même si je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Donc, voilà, pour conclure, peut-être, il faut... Moi, je dis que je comprends la démarche de la justice parce que c'est une question de procédure. Ce sont des personnalités qui sont très bien défendues avec des avocats de qualité. Eh bien, je comprends également la colère des Burkinabés qui n'ont pas oublié le putsch du 15 septembre. D'accord. Rabo, votre avis sur la question? Oh, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi commencer. Oui, je ne sais pas par quoi commencer. Moi, j'étais convaincu que le retour d'Edi Komborgo relevait d'un deal entre le patron du CDP et l'actuel pouvoir. Parce qu'il est revenu de lui-même et il s'est fait prendre pour être déposé à la maison d'arrêt et de correction de l'armée. Ça, moi, j'en étais convaincu en tant qu'analyste politique et les événements m'ont donné raison. Tu rentres, on te prend, quelques semaines après, on te donne une liberté provisoire et puis tu fumes ta cigarette dans les rues de Ouagadougou. Finalement, c'est ce qu'on a vu. Ce qui est pire, c'est qu'Edi Komborgo s'est fait accompagner chez lui tambour battant. Quelqu'un qui sort parce qu'il est malade, on l'accompagne comme si c'était un mariage, là, comme on envoie tous les jeudis et les samedis à Ouagadougou, jusqu'à chez lui à la maison. Vous ne pouvez pas nous dire après, même si ce n'est pas le ministre de la Justice, qu'il est sorti pour des raisons de santé. Ça ne vole pas haut, cet argument-là. Encore que nous, on est coutumiers des gens qui sont détenus à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, qui n'arrivent pas à se faire soigner et qui ne peuvent pas se faire libérer. Il y en a qui meurent. Il y en a qui en meurent. On en a vu. On a vu Babou Naon ici souffrir. Il ne pouvait pas voir son médecin. Voilà. Et moi, je crois qu'il y a un problème. Et les gens ont raison de s'émouvoir après la libération d'Edi Komborgo. Mais il n'est pas seul, il y en a eu d'autres. Mais je crois que c'est pour lui qui frustre davantage les gens. C'est un peu comme si tout était fait pour qu'il y ait un jugement à l'amiable, une parodie de procès dans quelques mois, et puis à travers un dialogue national, tout le monde va être amnistié, il va repartir chez lui, et puis tant pis pour ceux qui sont morts. C'est ça qui peut, je vais dire, mettre en colère les Burkinabés qui s'expriment aujourd'hui avec émotion parfois. Il n'y a pas la réalité aussi dans cette affaire. Si on n'a réellement rien contre lui, est-ce qu'on peut continuer à le garder dans les jours de... Je pense que la liberté provisoire ne signifie pas que la personne oui, on n'est pas encore à la phase du procès. Il y a bien un certificat médical qui a été délivré. Les juges ont estimé qu'on devait le libérer sur la base de ce certificat médical. Je pense qu'on peut, comme l'a un peu relevé le rapport, discuter sur la forme quand la personne est libérée, qu'elle rentre chez elle avec toute cette fanfare-là. On a vu la même chose avec Salia Sanou. Mais dans le fond, qu'est-ce qui a été soumis au juge et sur la base de quoi ils ont décidé d'accorder cette liberté provisoire, il faut aussi prendre ça en compte. Oui, moi je crois qu'il y a un problème de fond que mes deux confrères viennent d'aborder par rapport à la libération provisoire. L'argument médical. Tout ce qu'on a vu être libéré, c'est sur la base d'un argument médical. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, il ne faut pas qu'un jour, on demande à expertiser ces rapports médicaux qui ont permis aux juges de libérer. Parce qu'il ne faut pas que le certificat médical qui a permis de libérer ces gens-là aussi soit de faux certificats médicaux. Je parle sur la base vraiment de je n'ai pas la preuve, mais je dis... C'est tellement récurrent. Une certaine catégorie de détenus inculpés dans l'affaire du push sont dehors sur la base de certificats médicaux. C'est vrai, le juge, en son âme et conscience, en fonction des éléments qui sont contenus dans un rapport médical, décide de la liberté provisoire. Ça, c'est son libre arbitre. Mais on est dans un contexte aujourd'hui où ces libérations ne passent pas. Moi, je ne peux pas contester la décision du juge, mais le moment choisi pour libérer ces détenus-là passe mal au sein de l'opinion qui voit ça comme une remise en cause de tous les acquis depuis la transition jusqu'à maintenant.
Et ça peut effectivement nuire même à l'image de la justice. Parce que certains subordonnent, comme l'a déjà évoqué Rabo, qu'on est en train d'aller vers un arrangement. Un arrangement politique. Il y a des analystes aussi qui font un rapport avec la dernière phase, si on peut dire, du cycle électoral qui est maintenant fini. Alors, ces personnes qui sont pratiquement des bras financiers donc, de l'ancien régime peuvent sortir sans vraiment inquiéter le pouvoir en place. Je crois qu'on ne peut pas empêcher les gens de voir ces gens de bien, mais moi je ne crois pas trop. Moi je vois toujours cette histoire dans le cadre de la procédure. Voilà, la procédure judiciaire. Vous savez qu'en matière de droit, c'est pourquoi je pense que les citoyens auraient gagné à aller à l'école des juristes pour mieux comprendre avant de réagir. Ça, c'est ce qui a manqué au Burkina, parce qu'on voit des gens qui réagissent de façon très violente, sans vraiment comprendre comment les choses se passent. Alors, Tao a dit une chose assez essentielle, c'est la question des certificats médicaux qui ont servi de base légale pour la libération de ces détenus. C'est ce que le ministre en tout cas a dit. Il a dit pratiquement tous les dignitaires qui ont été libérés l'ont été sur la base de certificats médicaux qui ont été donc montrés. Eh bien, il va falloir que l'on commence effectivement à voir s'il ne faut pas faire des contre-expertises par rapport à ces certificats médicaux. On ne sait pas quel type de médecins ont délivré ces certificats médicaux. En tout cas, c'est une question comme ça que l'on se pose. Ça rentre désormais dans le débat. Il va falloir regarder là. Parce que si le juge se retrouve avec un document, comme l'a dit le ministre, qui atteste que l'état de santé du détenu est incompatible avec son statut de détenu, il n'a d'autre choix que de procéder à la liberté provisoire. Ça, c'est ce que le juge ne peut que faire. Évidemment, on rappelle également que les dignitaires en question sont entourés par des avocats de renom. Donc, c'est cette pression judiciaire-là qu'il faut comprendre un peu. Voilà. Donc, pour moi, c'est à ce niveau qu'il faut comprendre les libertés provisoires. Mais en même temps, on parle de liberté provisoire, puisqu'en matière de droit, on dit que le principe, c'est la liberté. Et l'exception, c'est la prison lorsqu'il s'agit de la phase de l'instruction, parce qu'on n'a pas encore vu de jugement. On attend de voir ce que les jugements vont donner. Justement, le ministre a dit que le jugement aura lieu avant la fin de l'année, je crois. Alors, on en vient donc à cette manifestation, à ces sittings des organisations de la société civile. Là aussi, il y a eu beaucoup de remous. Les gens se sont exprimés sur la question. Beaucoup ne comprennent pas l'attitude donc, de ces organisations de la société civile qui ont eu des mots, de fois entre griffes, déplacés donc, à l'endroit de la justice burkinabé. Rabo. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire qu'ils ne reconnaissent pas leur justice? Au point de menacer la justice de subir le même sort que l'Assemblée nationale? Je vais clarifier ma pensée. Ce que Safiatou Lopez a dit, si la justice ne fait pas attention, elle va connaître le même sort que l'Assemblée nationale. Ça relève d'une infraction. C'est une incitation à la haine et à la violence qui peut porter préjudice effectivement à la justice burkinabé. Mais quand la justice elle-même se disqualifie devant l'opinion, quand elle-même elle fabrique une justice des grands contre les pauvres, quand le contexte est tel que quand tu es riche, tu n'as pas à craindre la justice, et quand tu es pauvre, tu peux mourir dans les maisons d'arrêt, vous voulez que les citoyens y réagissent comment? Vous voulez que les gens s'asseyent, qui ne créent pas les corps et qui se regardent mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent? Parce qu'ils sont dans une société où il y a les nantis et les laissés pour compte, une société à deux vitesses. Mais la justice est justement là pour créer une situation vivable pour tous les Burkinabés, qu'ils soient grands ou petits. Si elle fait le contraire, si elle fait le contraire, les gens ont raison d'exprimer leur colère. Et je crois que ce que Safiatou Lopez a dit relève de ça. Et c'est pourquoi le contexte est tel que je vois mal les juges qui sont là en train de l'interpeller. Parce que s'ils l'interpellent, il pourrait avoir une autre réaction telle que il y aura plus de dégâts. Donc c'est la justice elle-même qui a créé cette situation. Elle s'est rendue elle-même vulnérable. Elle s'est exposée à la critique. C'est pourquoi moi je dis, je ne sais pas pourquoi on a fait les états généraux de la justice en 2015. Pourquoi on a mis autant de millions, 250 millions, 300 millions, pour faire une foi qui ne nous donne rien. Bien au contraire, ça nous ramène en arrière en matière de justice. Donc, je crois qu'il y a les avantages également qui ont été accordés. Voilà, les avantages dont ils ont bénéficié. Tout ça, ça militait en ce que la justice vraiment aide le peuple burkinabé à avancer. Vous savez, en réalité, ce que les gens disent, c'est pas que
les gens soient condamnés froidement à des peines de mort, etc., etc. Mais c'est que la justice aide à ce que la manifestation de la vérité se fasse, que les gens reconnaissent éventuellement leurs fautes et qu'il y ait des condamnations, quitte à ce qu'après, il y ait des amnisties. Mais il ne faut pas que la justice se joue du peuple. Il ne faut pas que la justice se foute du peuple. Il ne faut pas que la justice donne l'impression au peuple que parce que vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez aucun droit. Et c'est moi, en tant que journaliste, c'est ce que je vis et ça me frustre tous les jours. Que je pense que celui qui n'est pas allé à l'école, il est moins citoyen que moi. Et c'est ce que le juge aujourd'hui, et c'est ce que nos juges nous donnent à voir. Et moi, je crois que c'est écœurant. Le danger, c'est que ça peut nous amener très loin, si on y prend garde. Si elle se laisse manipuler par des politiques, si elle se laisse manipuler par des puissances d'argent, mais on est parti pour la dérive. Okay. Alors, est-ce que vous partagez justement cette analyse? Oui, en partie, parce que je pense que nous avions écrit dans un de nos éditoriaux que la justice en héritage, en parlant du nouveau régime. Vous savez, la transition a essayé de débroussailler un certain nombre de terrains, de tracer des sillons. Et la justice, dans le cas du Burkina, c'est une affaire très sensible. Depuis 27 ans, on a un passif à régler. Tout le monde sait qu'il y a des choses qui doivent être éclairées. Les gens veulent la vérité. Même s'il n'y a pas de condamnation, souvent on veut la vérité pour apaiser les cœurs. Mais cette vérité-là, c'est à travers une bonne administration de la justice. Et jusqu'à présent, effectivement, je suis d'accord avec Rabo, la justice ne donne pas des éléments rassurants. Et même, vous avez vu dans l'affaire de la valse des juges, moi je suis convaincu aujourd'hui que si vous faites un sondage, beaucoup de gens vont vous dire aujourd'hui, les juges qu'on a nommés, on ne sait pas de quel droit on va leur faire confiance. Puisqu'ils ont été nommés par rapport à une situation, en quoi ils seront plus indépendants que les autres. Donc, aujourd'hui, la justice a le dos au mur. Il faut qu'elle donne des gages qu'on peut lui faire confiance. Maintenant, il y a ça et puis il y a autre chose. Est-ce qu'on doit maintenir autant de pression autour de cette institution au risque justement qu'elle prenne des décisions populaires qui soient en contradiction avec le droit? Parce que la justice aussi, c'est l'application du droit. Le droit des détenus, des inculpés, le droit des parties dans le procès. Donc les juges sont là aussi pour faire respecter ça. Maintenant, il faut qu'on évite, il faut que la pression sur la justice soit une bonne pression, une pression citoyenne qui ne dépasse pas ce cadre-là. Parce que si un juge doit avoir peur de prendre une décision parce qu'on va brûler le palais, on va brûler son domicile, je pense que ce n'est plus la justice, on est dans carrément une dictature. Oui, justement. Oui, ça nous... Je pense que le malaise a été planté. Le malaise, il est réel aujourd'hui face à la justice burkinabé avec 27 ans d'impunité. Mais cela ne doit pas aussi légitimer certaines actions. Pour peu qu'on veuille que cette justice soit indépendante, il ne faut pas lui mettre la pression, c'est aussi simple que ça. Il y a des canaux plus simples pour s'informer sur une procédure judiciaire. Pour revenir à la manifestation de jeudi, du cadre de concertation, je la trouve, à mon humble avis, ridicule. Pour la simple raison qu'elle se fait sur un dossier qui est jugé à la justice militaire. Une poignée de personnes se pointent devant le palais de justice au lieu d'aller au tribunal militaire qui est de l'autre côté, qui n'est pas sur Kwame Nkrumah, pour manifester. Ensuite, les propos qui sont tenus à cette manifestation font que, comme l'a dit Rabo, les personnes qui sont là-bas sont susceptibles d'être poursuivies. Alors, comment peut-on avoir gain de cause quand on veut mener une lutte? Pour peu qu'on ait la voix des sans-voix, il faut bien porter cette voix. Et je pense qu'il y a plusieurs cadres. On a la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, on a le directeur de la justice militaire. C'est autant d'interlocuteurs envers lesquels ils auraient pu se tourner comme ils l'ont fait entre-temps avec le président du Faso lui-même pour comprendre pourquoi ces libérations, à quand le procès et éclairer la lanterne des autres citoyens. Donc je pense que dans la lutte aussi, il faut utiliser les armes qu'il faut et ne pas utiliser une arme qui peut se retourner contre nous. Oui, on a eu, ou bien on a lu ou vu sur votre site la réaction donc d'un membre du syndicat des magistrats. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réaction de la magistrature? Il s'agit du représentant du Conseil intersyndical des magistrats, Antoine Kaboré, qui réagit notamment au propos de Safetou Lopez. Grosso modo, il nous dit que les juges n'ont pas de leçons à recevoir. Je pense que sur ce point, il a raison. Mais aussi, il interpelle les gens sur
ces manifestations qui ne sont pas de cadre de nature à créer un climat de sérénité au sein du palais de justice. Et on veut qu'on ait une justice sereine et indépendante. Il faut aussi, à nous, à notre niveau, laisser les juges indépendants pour qu'ils puissent travailler sereinement. Je pense que c'est grosso modo ce qu'Antoine Kaboré a voulu transmettre. Il a aussi répondu au propos de Safetou Lopez, mais je pense que là, ce n'est pas le cadre de revenir sur ce propos. Non, sur ce propos-là, moi, je voudrais juste dire un mot. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un dérapage, mais il faut rester aussi dans l'esprit. L'esprit de la manifestation, c'est des citoyens qui ont voulu exprimer un point de vue et malheureusement, il y a le mauvais exemple qui a été donné. Je pense qu'il faut qu'on fasse abstraction de ça pour dire que on surveille la justice. Les gens suivent ce que la justice fait. Je pense que c'est ce message-là que les juges même doivent retenir. Le reste, personne aujourd'hui n'encouragerait quelqu'un à aller brûler le palais, quel que soit le palais d'ailleurs. Vous voyez les concours actuellement, les difficultés que les gens ont eues pour avoir leurs différents casiers judiciaires et certificats de nationalité. C'est dû en partie à ce que certains commissariats ou certains palais de justice n'ont pas fonctionné régulièrement. D'accord. Paul Miki, oui, on va revenir à vous, oui. Donc moi, je ne trouve pas opportun le sitting de jeudi dernier. Pour moi, il aurait fallu que les acteurs de la société civile qui s'inquiètent à la suite de sa libération aillent à l'information. En tout cas, moi, c'est ce que je voyais. Il aurait fallu peut-être initier un cadre de concertation entre les juges, s'ils l'acceptaient, et puis la société civile, pour que les deux parties arrivent à se comprendre d'abord, et ensuite on verra qui a raison, qui n'a pas raison, qu'est-ce qu'il a lieu de faire. Parce que lorsqu'on regarde un peu les propos qui ont été tenus jeudi dernier devant le palais de justice de Ouagadougou, on se rend compte que les acteurs là qui sont sortis n'ont pas une grande connaissance des procédures judiciaires. Parce qu'on oublie finalement qu'on se retrouve actuellement à la phase d'instruction du dossier du coup d'État. Et en matière d'instruction, évidemment, on n'est pas obligé de garder tout le monde en prison. Ça, c'est un élément que les gens ne savent pas. Et deuxièmement, également, en phase d'instruction, l'instruction est couverte d'un secret. Les juges même sont tenus de garder le secret. Lorsque je n'ai pas compris également l'appel du MPP, le parti au pouvoir, qui demande aux magistrats de communiquer. Ça, à cette phase d'instruction, il y a quand même des secrets que l'on ne peut pas dévoiler. Il y a un minimum. Oui, il y a un minimum. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord qu'on aurait pu également. C'est minimum d'ailleurs. Je crois que le ministre de la Justice l'a dit lorsqu'il est sorti expliquer que ces certificats médicaux qui ont été présentés, c'est peut-être pas le travail du ministre de la Justice. C'est pas son rôle de le faire, mais il a dû expliquer cela parce qu'il a eu quand même le retour au niveau du parquet pour dire que c'est des certificats médicaux qui ont été présentés pour que ces gens soient libérés. Donc pour moi, ce qu'il aurait fallu faire le jeudi là, c'était de demander à ce que le dossier du coup d'État soit jugé rapidement. Je crois que c'est après le procès que l'on saura s'il y a eu un procès équitable. Est-ce que les personnes mises en cause dans le putsch ont été effectivement condamnées? Parce que là, jusqu'aujourd'hui, ça fait bientôt 1 an que ça dure. En tout cas, ça fait 10 mois qu'il y a eu le coup d'État. Il n'y a pas eu de jugement jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler. C'est vrai qu'il y a eu des arrestations dans le cadre de l'instruction du dossier. Il y a eu des interpellations, etc. Il y en a qui ont été gardés, il y en a qui ont été relâchés en attendant. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de jugement. Eh bien, ça dure et on sait qu'au Burkina, quand un dossier traîne en justice, finalement, ça finit par disparaître dans les miens de la justice. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de demander le procès rapidement. Je pense que sur le plan de la communication, il y a un minimum. Et je crois savoir que demain, il y a une conférence de presse du commissaire du gouvernement sur le point des dossiers. C'est ce qu'il faut. Il faut à un moment donné faire un point sur l'avancée des dossiers pour permettre aux citoyens de suivre. C'est quand on maintient cette omerta-là que les questions se posent et la passion domine les débats. Et sur la sortie du MPP, je pense que le parti au pouvoir a outrepassé ses prérogatives sur ce point. On est dans une justice, on est dans une séparation des pouvoirs, on est dans une justice indépendante. Il faut laisser la justice initier elle-même ses opérations de communication, comme on l'a dit, initier elle-même ses activités et opérer donc dans le cadre de l'instruction du dossier. D'accord, Rambo. Quand vous dites de laisser travailler les juges sereinement, etc., je comprends, mais je ne comprends pas. Parce que tout le temps, ils ont travaillé sereinement. Qu'est-ce qu'ils nous ont produit? Alors, si tu n'as pas accès à ton studio demain pour parler à la radio, il y a un problème. Ça, c'est déjà, si on menace de brûler aujourd'hui la radio, tu n'es pas serein pour animer ton émission. Ça, c'est déjà un problème. Alors, c'est le même cas qui se pose pour les juges.
Comment on peut vouloir que quelqu'un fasse aboutir un dossier si on le menace, si on lui met la pression quotidiennement? C'est le problème qu'on pose. La réponse que je donne, j'ai dit, si la justice faisait sereinement son travail et qu'elle produisait des résultats, elle ne verrait pas une OSC devant le palais de justice. La preuve, c'est que depuis 1987, la justice travaillait sereinement, mais les gens ne faisaient pas des sit-ins. Voilà. Ça veut dire que c'est quand vous ne produisez pas les résultats escomptés, qu'on vous met la pression là-dessus. Si on ne fait pas la pression sur les journalistes, encore que nous aussi on n'aime pas la pression comme les juges, c'est peut-être parce qu'on fait notre travail. C'est peut-être parce que moi je dis librement ce que je pense sur ce plateau. Le jour où je ne le ferai pas, vous verrez des gens devant ma radio pour dire il faut faire ton job, il ne faut pas soutenir le gouvernement. Nous, on t'a pas, tu es un représentant non élu du peuple là, tu dois nous défendre. Voilà. Tu ne dois pas défendre le gouvernement. Tu dois être un contre-pouvoir. Des gens vont me dire ça. C'est ce qu'on demande à la justice. Il faut faire la justice pour tous les Burkinabés. Au nom du peuple burkinabé. Il ne faut pas faire la justice pour les uns contre les autres. Au nom de la politique et de l'argent. Moi, je suis contre cette justice. Et je pense que des citoyens ont le droit de l'exprimer s'ils ne sont pas contents. Mais ils ont le droit d'exprimer leurs préoccupations, leurs colères. Maintenant, Paul Mikiro m'a dit d'aller voir la présidente du Conseil supérieur de la magistrature. Et d'attendre la fin du procès aussi, avant de pouvoir faire le procès Thomas Sankara, là, la première plainte date de 1997. Ça fait 20 ans. Ça a été jugé. Voilà, si 20 ans après vous dites que vous faites sereinement votre travail, laissez-vous encore, dans 30 ans vous allez juger. Attendez, nous on va vivre combien d'années? On parle bien de justice, il ne faut pas se précipiter aussi parce que voilà, il y a à un moment donné, il y a faut communiquer certes. Voilà, laissons la justice travailler là, voilà là où ça nous amène. Mais il ne faut pas précipiter la justice parce qu'on a besoin de justice et elle va prendre des décisions populaires comme l'a dit. Voilà là où ça nous amène. Il ne faut pas aussi influencer les décisions. Quand on laisse la justice travailler, quand on laisse la justice travailler, quand on laisse la justice travailler là, en une minute, voilà là où ça nous amène. Mais moi je ne veux pas épiloguer là-dessus, j'ai dit mon point de vue, Yassine ne peut pas me convaincre, je ne peux pas le convaincre non plus. Voilà. Je dis, moi je dis, comme Paul Miki, il faut faire les procès. Vous savez, le procès Guiro, pour moi, journaliste, Rabo, il a été mal jugé, mais au moins il a été jugé. Le procès Guiro a été mal jugé, au moins il a été jugé. Pour moi, le procès Obouf, il a été mal jugé, mais au moins il a été jugé. Le procès David Ouedraogo, il a été mal jugé, mais au moins il a été jugé. Où est la justice? Ça, c'est moi qui le dis. Où est la justice quand on juge mal? Non, quand je dis juge mal, c'est moi mon appréciation. Oui, lorsque tu estimes que c'est mal, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de justice. Non, on ne peut pas prononcer des verdicts. On le laisse terminer. On ne peut pas prononcer des verdicts qui satisfassent tous les citoyens. Moi, je ne suis pas satisfait des 3 exemples que j'ai donnés. Le jour où j'ai suivi le procès au Bouf, il y avait Maître Batibé Benao qui était là avec un de ses clients, accusé d'avoir volé 3 ânes. Et il était en détention préventive depuis 2 mois à la Mako. Et le jour où on a appelé son dossier au rôle, il était premier avant au Bouf. Et la présidente du tribunal a dit on va juger le dossier au Bouf avant. Maître Batibé Benao a dit non, on juge le dossier de mon client d'abord parce qu'il est en prison depuis 2 mois pour 3 ânes. Et les 3 ânes, on les a retrouvés, ça y est, chez le propriétaire. La présidente a dit non, bon, etc., etc. Vous avez dit c'est par ordre d'arrivée d'habitude, mais là on est dans une situation particulière, etc., etc. Je donne un exemple pour dire comment les riches sont parfois privilégiés au détriment des pauvres devant notre justice. Vous savez, non, on a jugé le dossier au Bouf avant. Celui qui a volé les 3 ânes. Et je crois qu'il est reparti à la Mako pour attendre une semaine après pour être jugé. C'est parce que Obouf est riche. Bref, parce qu'il y avait la pression populaire sur le dossier Obouf. C'est aussi simple que ça. C'est le dérive qu'on essaie d'éviter justement dans l'administration de la justice. Moi je n'en suis pas sûr. Moi je n'en suis pas sûr. Ce que moi je dis pour terminer, il faut faire les procès le plus rapidement et pour qu'on en finisse avec les dossiers pendants. Sinon on ne va pas s'en sortir. À ce rythme-là, on va laisser la justice travailler. On ne fera pas le procès Norbert Zongo, on ne fera pas le procès Dabo Boukari, on ne fera pas le procès Salifou Nebié, le procès coup d'État, insurrection, parce que les juges vont travailler jusqu'à leur retraite. D'accord, oui. Paul Miki. Alors, moi, je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec notre justice, c'est la conséquence du trop plein d'indépendance qu'on a réclamé déjà. Donc, ça donne à réfléchir aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait fallu arriver là? Je me rappelle très bien les états généraux de la justice qui ont été donc, tenus sous la transition en 2015. Avec le pacte sur le renouveau de la justice, l'une des recommandations fortes était de faire en sorte qu'il y ait une indépendance totale de la justice burkinabé. Vous savez que le président de Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature, son ministre de la justice n'est plus le vice-président, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où les juges devraient montrer les premiers bons pas
de cette indépendance, surtout que cela a été précédé par une grève des magistrats qui ont revendiqué une revalorisation salariale qui a été accordée contre la volonté populaire, parce que ça c'était une grève impopulaire, il faut le reconnaître. Eh bien aujourd'hui, les juges se retrouvent face à leur destin. Et ce que l'on constate, ça ne rassure pas les Burkinabés. On est obligé de constater, nous en tant que journalistes, que les Burkinabés ne font pas confiance à la justice. Ça c'est une réalité qu'on est obligé de constater, surtout avec ces libérations que l'on a vues. Mais en même temps, même s'il faut dire également que les Burkinabés ne connaissent pas grand-chose dans les procédures judiciaires, lorsqu'on prend tous ceux qui ont manifesté, vous allez trouver qu'il y a 95% d'entre eux qui ne savent pas grand-chose dans le droit. Mais en même temps, pour moi, les juges devaient faire en sorte qu'on ait une justice vraiment équitable, comme l'a dit Rabo. En tout cas, eux-mêmes, leur destin se retrouve entre les mains. Et ces histoires d'insurrection que des gens souhaitent sur la justice, je pense que c'est eux qui peuvent faire en sorte que cela s'arrête. Je reprends les propos de Victorien Tougouma, qui était candidat aux élections présidentielles. Il a dit pendant toute la campagne électorale que la justice est la seule institution qui n'a pas fait son insurrection. Cette même phrase, il a répété dernièrement lorsqu'il s'agit de la sortie médiatique du CFOP. Donc aujourd'hui, quand il y a eu l'insurrection en 2014, vous savez que c'est parti de l'Assemblée nationale. En tout cas, le projet est parti de l'exécutif et c'est à l'Assemblée nationale qui a été brûlée et l'exécutif a payé cash. Donc les deux institutions sont tombées en même temps. Le judiciaire est resté. Et le quatrième pouvoir? Le quatrième pouvoir, c'est la presse, c'est nous. Le quatrième pouvoir non officiel, on est resté intact. Mais en tout cas, les regards sont tournés vers la justice. On va clôturer avec... chacun va donner son... Est-ce que vous avez le sentiment, vous pensez que alors ce dossier coup d'État sera jugé avant la fin de l'année, comme l'a dit le ministre Bagoro? Mais avec la pression que nous sommes en train de faire, là, ils vont juger le dossier. Voilà, il faut qu'ils le jugent, sinon ils sont disqualifiés. Voilà, sinon, voilà, je ne sais pas comment ils vont se présenter comme des magistrats responsables devant nous. Maintenant, le dernier truc que je dis, quand on parle de Saviatou Lopez qui dit d'incendier le palais de justice, ou bon, qui aurait insinué ça, et moi j'ai dit de faire attention. Il y a des gens qui veulent même qu'on mette le feu au palais de justice, y compris dans le pouvoir. Y compris dans le pouvoir, hein, parce que ça les arrange, ça va permettre de renvoyer au calendrier grec tous les dossiers pendant là, et puis ils seront tranquilles. D'accord. Votre politique de la terre brûlée. Non, moi, je suis partisan d'une pression citoyenne non violente. Il faut, en outre, que cette pression-là serve de guide à la justice pour dire « Ah, le peuple me regarde, les gens me suivent à la trace ». Il faut que la justice communique. Par exemple, regardez tous les discours qu'on a eus. Le commissaire du gouvernement va sortir demain, après tout le monde, pour parler. Alors qu'ils auraient pu prendre les devants dès les premières libérations provisoires pour dire voilà les conditions de libération provisoire. Et les gens, psychologiquement, s'il y a les prochaines libérations, c'est de la pédagogie aussi qu'il faut faire. Parce que, vous savez, dans le public, tout le monde n'a pas les mêmes capacités de comprendre, les mêmes capacités de... Mais est-ce que vous êtes serein, vous pensez qu'il y aura jugement du coup d'État de septembre 2015 avant la fin de l'année? Je ne peux pas préjaser. Si c'est une promesse que le ministre a faite, on jugera à l'arrivée. Mais ils ont intérêt à se hâter pour que la justice soit faite. Oui, Paul Miki. Je crois que le ministre avait dit lors de sa conférence de presse que selon le calendrier initial, le procès devrait avoir lieu dans ce mois de juin. Mais tout porte à croire que ça ne sera pas possible ni en juin ni en juillet, mais peut-être même pas en août. Simplement parce qu'il y a eu des incidents de procédure qui ont été provoqués par les avocats des personnalités inculpées. Il a expliqué que le dossier se retrouve au niveau du tribunal militaire, mais en même temps, des avocats sont allés saisir la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de l'Union africaine, etc., la Cour de cassation, la Cour d'appel. Donc il y a eu tellement de procédures, si bien que les juges sont obligés d'attendre la fin de ces procédures pour avoir un dossier consolidé pour juger l'affaire. Donc c'est ça qui expliquerait en partie la lenteur constatée dans la procédure sur le dossier du putsch manqué. Mais quand cela ne tienne, il va falloir que, comme l'a dit Rabo, que le dossier soit jugé le plus rapidement possible. On n'a pas dit de se précipiter, mais on a l'expérience au Burkina que quand les dossiers durent, s'inscrivent dans la durée, finalement, ils finissent par embarrasser tout le monde, par disparaître même dans les méandres de la justice. Il a évoqué le cas du dossier Thomas Sankara, ça fait déjà 20 ans qu'on attend, depuis les premières inculpations. Donc pour moi, il ne faut pas que le dossier du putsch manqué traîne dans les palais de justice. On n'oublie pas également qu'il y a un autre dossier qui précède celui-là, c'est le dossier des blessés, des victimes de l'insurrection populaire. D'ailleurs, ça aussi c'est un élément assez important. Ce n'est pas, le dossier de putsch n'est pas forcément plus important que ce gros dossier dont on parle pratiquement plus. Alors, Hyacinthe, oui. Il a résumé, il y a tellement de gros dossiers sur la table de la justice. Je crois que
il faut aussi que la justice fasse son travail. Mais comme je l'ai dit et répété, je pense qu'il y a une différence entre mettre la pression sur la justice et paniquer le personnel judiciaire. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat. Il est intéressant. Mais il faut qu'on avance, qu'on aborde les autres sujets de l'actualité. Notamment, on va rester dans cette question de putsch manqué qui avait donc jeté un froid dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec le mandat d'arrêt qui avait été émis contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Un mandat que vous le savez qui a été alors retiré pour vice de forme. Alors une délégation de haut niveau était en Côte d'Ivoire au cours de la semaine pour réchauffer entre griffes les relations entre les deux pays. Alors qu'est-ce que vous pensez donc de cette visite, de cette délégation qui a été conduite par le président de l'Assemblée nationale du Burkina, le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure et le ministre des Affaires étrangères? Oui, Tao. Bon, moi, je ne voudrais pas revenir sur la polémique sur la composition de la délégation et qui avait le droit ou le devoir de la diriger. Mais ce qui est important, c'est le geste que le gouvernement burkinabé pose à l'endroit de son voisin ivoirien. Vous savez qu'on a un accord qui s'appelle le TAC, qui a besoin d'être mis en œuvre, qui a beaucoup de grands projets. Le traité d'amitié et de voilà, le traité d'amitié et de coopération. Qui va peut-être raffermir les relations entre les deux pays, mais aussi développer les échanges entre ces deux États-là. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui est, en attendant le communiqué final, comme on dit, qui a dû être abordé, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'aspect sécuritaire dont on a parlé en début de mission. Et si Salif Diallo fait partie de la mission, c'est qu'elle est hautement politique. Et que probablement il a eu des instructions de la part du président pour aller parler à ses interlocuteurs. Et je pense aussi que sans rentrer dans les détails, la question sécuritaire aussi a été abordée. Et vous savez que les deux pays ont été victimes d'attaques. Oui. Il y a une coordination des moyens, les échanges d'informations qui sont à l'ordre du jour aussi. D'accord. Yacine? Je pense que la polémique n'existe pas, je pense. Par rapport à la composition de la délégation, le président est libre de choisir ses envoyés, comme vous avez été libre de choisir vos invités. Et sur le plan des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il est nécessaire que ce traité d'amitié et de coopération soit entretenu. C'est une rencontre annuelle qui a lieu alternativement à Abidjan, à Yamoussoukro, et l'année qui suit à Ouagadougou, qu'une délégation de haut niveau soit allé à Abidjan préparer ce sommet. Je pense que ça a salué. Il faut aussi, il y a des sujets d'actualité à ajouter au dossier, à l'ordre du jour de ce traité, comme il a dit, la sécurité, la coopération, la nécessité d'une coopération sous-régionale pour lutter contre le terrorisme. Je pense qu'il faut faire élever ça au chapitre des priorités de ce sommet-là qui aura lieu en juillet à Yamoussoukro. Oui, Paul Miki. Alors, de façon officielle, Salif Diallo, qui a conduit la délégation burkinabé, a dit que l'objectif de la mission, c'était de la relance économique du Burkina Faso. Il a parlé, comme l'ont dit mes confrères, du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est connu. Mais moi, je pense que, de façon souterraine, l'objectif essentiel de cette mission, c'était le réchauffement de relations entre les deux pays qui étaient mis à mal depuis le putsch manqué au Burkina, avec cette implication présumée du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On a vu tout ce qui s'en est suivi avec les mandats d'arrêt et autres. En tout cas, les deux pays étaient en froid. Et je crois que l'objectif essentiel, comme l'a dit Tao, c'était une mission hautement politique pour jouer bas la terre entre les deux pays. Et c'est une bonne chose. Mais en même temps, je me demande si l'objectif recherché est véritablement atteint, parce qu'on n'a pas vu le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'accueil de son homologue burkinabé. Eh bien, traditionnellement, c'est le président, son homologue qui l'accueille et qui l'introduit au niveau du palais présidentiel. Ça n'a pas été le cas. Évidemment, également, on sait que Salif Diallo est le représentant au plus haut niveau du peuple burkinabé. En allant en Côte d'Ivoire, c'était vraiment le signal fort dans le sens de l'apaisement des relations entre les deux pays. Surtout que le Burkina, dans cette situation, est vu comme le pays qui est victime face au pays, la Côte d'Ivoire, qui est le bourreau. Et si c'est la victime qui fait le pas vers le bourreau, je pense que c'est une bonne chose déjà dans le sens de rétablissement de ces relations. Mais en même temps, dans la forme, contrairement à ce qu'il dit Hassan Sanou, pour moi, je suis gêné de voir que c'est Salif Diallo qui conduise la délégation et qui porte un message du président du Burkina Faso auprès de son homologue ivoirien. Alors pourquoi Parce que on est dans un principe de séparation des pouvoirs. On est dans également, vous savez très bien que de façon
de façon légale, les pouvoirs sont séparés et on est un peu gêné de voir que le chef de l'exécutif envoie le chef du législatif auprès de quelqu'un. D'accord, oui, Rabo. Oui, est-ce qu'il ne faut pas conclure, puisque vous dites que c'est une mission hautement politique, que c'est le MPP qui est allé voir le président Alassane Ouattara pour faire des arrangements politiques de haut niveau. Ça, je penche plutôt pour ça. Et je crois qu'on devait avoir deux missions. Une mission conduite par Paul Kabatieba, le Premier ministre, avec Simon Compaoré, son ministre d'État, et Alpha Bari, son ministre des Affaires étrangères, pour gérer les affaires économiques et financières. Et puis une autre mission de Salif Diallo, qui va voir Guillaume Soro, qui se fait introduire auprès d'Alassane Ouattara pour discuter des autres affaires qui les concernent. Voilà. Parce que Guillaume Soro aurait dit dans les enregistrements qu'il fallait tuer Salif Diallo. Ça, ils peuvent arranger ça à un autre niveau, au niveau du pouvoir législatif, dans la coopération parlementaire. Mais ici, là, il y a un amalgame qui force quand même le jeu des institutions. Moi, j'ai vu derrière ça une mission pour flatter l'ego du président Alassane Ouattara, qui est le super président, grand gouverneur de l'Afrique de l'Ouest, et à qui les puissances internationales parlent avant de parler aux autres chefs d'État. Et il fallait aller montrer patte blanche, dire que le nouveau pouvoir au Burkina est prêt à travailler avec lui et est prêt à collaborer pour qu'il facilite vraiment l'accès à certaines ressources. Je ne sais pas où, mais en tout cas, il peut faciliter l'accès à certaines ressources. Moi, je crois qu'on aurait pu faire certains arrangements souterrainement et puis d'autres publiquement. Voilà, quand Salif Diallo va dire qu'il est venu pour voir Alassane Ouattara pour qu'il participe à la relance de notre économie, moi je crois que c'est un peu déplacé. C'est pas celui qui devait dire ça. Voilà, oui, il y a une dernière réaction sur la question. Oui, ces remarques de nos confrères sur la procédure. Vraiment. Lorsque le président Alassane Ouattara a envoyé ici même, à l'époque, Guillaume Soro, accompagné du ministre de la Sécurité, Ahmad Bakayoko, et de son frère dans le gouvernement, ministre du cabinet présidentiel, Ibrahim Ouattara, pour voir le président Compaoré suite à la crise qu'on avait sur le projet de modification de l'article 37. Je ne vous ai pas vu vous étonner qu'il n'envoie pas le Premier ministre. Non, on le laisse terminer. Je pense que c'est lui qui sait quel est le message qu'il délivre à son homologue et c'est lui qui choisit la personne qui est à même de délivrer ce message. Vraiment épiloguer sur la composition, je pense qu'on n'a pas un manuel de composition des envoyés du président. C'est vraiment un débat qui n'a pas lieu d'être pour moi. Oui, une dernière réaction. Je pense que l'essentiel pour moi, au-delà de la polémique, c'est de retenir, vous avez une mission, il y a le volet officiel et puis il y a le volet souterrain. Et je pense que cette mission-là, le volet souterrain est très important. Il y a officiellement, on a parlé de relance économique, le traité, mais les dossiers sécurité liés même comment on appelle ça, à la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, les répercussions que ça peut continuer à avoir au Burkina Faso. Je pense qu'il y a des éléments possible de ce dossier-là qu'on était. On ne peut pas tout dire, mais officiellement, le ministre il va dire qu'il a été le président de l'Assemblée nationale, il va dire j'ai été envoyé, mais ce n'est pas toutes les négociations qui vont sortir. Non. On prépare souvent aussi des accords de cette façon. D'accord, on va vous dire de garder la parole pour en 30 secondes nous parler du procès de Simone Gbagbo, le deuxième qui s'ouvre, qui s'est ouvert en Côte d'Ivoire. Alors elle est accusée donc d'être mêlée dans les tueries donc, qui ont suivi alors la crise qui se sont produites pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est un deuxième procès. Alors les avis sont partagés, procès politique ou manifestation de la vérité et de la justice. En 30 secondes. Bon, dire qu'aujourd'hui, ces procès-là ont forcément un aspect politique. C'est un aspect politique parce qu'il y a des gens qui ont été inculpés par la justice, ils ont perdu une bataille politique et donc ils vont répondre de leurs actes. La justice leur demande des comptes. Elle en a déjà rendu une première fois et sur ces dossiers de crimes contre l'humanité, elle va répondre, elle va s'expliquer. Je pense que pour une fois, même si les dossiers ont pris du temps, les inculpés auront le temps de se défendre, d'exposer leur point de vue, de se défendre devant la justice et puis les juges décideront de ce qui va arriver. D'accord. Alors, Paul Miki. Alors, lorsqu'on se rappelle les élections en 30 secondes. Oui, de 2010 en Côte d'Ivoire, on se rendra compte que le camp Gbagbo représente presque la moitié, en tout cas, de l'électorat ivoirien. Donc, de ce point de vue, ce procès Simone Gbagbo, pour moi, de même que le procès Laurent Gbagbo à La Haye, ce sont des éléments qui sont très importants dans la détermination
des principes de réconciliation nationale. Est-ce que c'est un acharnement contre la personne de Simone Gbagbo ou bien vous pensez qu'elle est réellement impliquée dans Non, je ne pense pas à un acharnement, je pense à une réelle implication parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé au niveau de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire et puis qui connaît le rôle joué par l'ex-première dame dans cette situation reconnaîtra évidemment qu'il ne s'agit pas d'un acharnement, il s'agit réellement d'un procès. Donc pour moi, c'est un procès qui va donc sonner réellement la fin, en tout cas la réconciliation nationale. Donc encore une fois, la balle se retrouve dans le camp des juges. En même temps, on dit que ce sont seulement les pro-Gbagbo qui sont inquiétés. L'autre camp, il n'y a pas de jugement. Les faits sont têtus, ça c'est d'une évidence claire comme de l'eau de roche. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas des implications politiques dans ce procès, que les juges fassent leur travail, quitte à ce qu'après cette série de procès-là, ils aillent à la réconciliation nationale, la véritable, puisque jusque-là, Alassane Ouattara n'est pas arrivé à la faire. Alors, oui, Hyacinthe, pour terminer. Je pense que c'était la plus belle des conclusions pour cette émission, parce que c'est un exemple palpable où on a laissé le juge faire son travail, elle a mené les dossiers, elle a commencé des procès. Le procès Simone Gbagbo a lieu à Abidjan. On attend la conclusion pour voir si oui ou non elle était impliquée, elle a la latitude, elle est représentée par ses avocats, elle va se défendre. Je pense que c'est cette administration de justice qu'on attend tous. D'accord. Alors, on aura certainement le temps prochainement de discuter également de la condamnation, je vais dire, de Hissène Habré par une cour de justice spéciale africaine. Alors, c'est un dossier historique. On y reviendra très prochainement dans nos prochaines éditions. Merci à tous d'avoir suivi ce débat de presse. J'étais en compagnie de Abdoulaye Tao du journal L'Économiste du Faso, de Hyacinthe Sanou de la radio Omega FM, de Rabo Soumaïla de Savane FM et de Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Wow!